Suivez votre émission avec la région Hauts-de-France. Allez, on va aller saluer Noam, qu'on n'a pas encore vu aujourd'hui. Noam, je vous le disais, aujourd'hui, il est à Château-Thierry et il nous fait découvrir une activité très sympa. C'est une démonstration de fauconnerie. Et oui, Margot, on va parler rapace. Nous sommes, vous l'avez dit, ici à Château-Thierry, et plus particulièrement au niveau des aigles du château. Mélissa, bonjour. Tu es, si je ne me trompe pas, soigneur animalier et fauconnier, c'est ça? C'est ça. Parce que là, j'ai tout bon. C'est tout bon. Tu nous présentes qui aujourd'hui? Chiro. Alors Chiro, c'est notre petite chouette à lunettes qui est née chez nous maintenant. Elle a 3 ans. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité? La chouette à lunettes? Ouais. Alors c'est une chouette qui vit en Amazonie. Enfin, en Amérique du Sud, dans les forêts d'Amazonie. Et c'est la particularité des oiseaux nocturnes, c'est vraiment d'avoir un vol qui est absolument silencieux. D'accord. Ce qui On leur n'entend permet, pas du tout. Non, absolument rien. Ça leur permet donc de chasser la nuit. D'accord. Ah oui, d'arriver sur leur proie tout à fait Exactement. silencieusement. Vraiment On l'a vu tout à l'heure en spectacle, elle criait un petit peu, c'est normal? Alors oui, Chiro, du coup, comme c'est un oiseau qui a été élevé par nous à la main, c'est un oiseau qui est imprégné. Donc en fait, c'est un signe d'imprégnation. Ça, c'est ce que t'expliquais l'élevage ici. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun oiseau qui a été récupéré dans la nature. Tous les oiseaux sont nés en captivité, hein, c'est ça? Oui, alors aujourd'hui, ce sont que des espèces protégées, donc il est complètement interdit en fait de récupérer des animaux dans la nature et de les utiliser pour faire des représentations, même du loisir pour personnel finalement. Donc voilà, toutes les espèces que vous voyez, ce ne sont que des espèces qui sont nées et élevées en captivité. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans l'élevage de rapaces? Tu aurais pu choisir n'importe quel autre animal. Tu as choisi les rapaces, pourquoi? Alors moi j'ai toujours été passionnée par les oiseaux en règle générale depuis toute petite et en plus de ça les rapaces ça a vraiment ce côté où on a l'impression que c'est Il y a un contact, peut-être un autre contact avec l'humain, un contact différent d'autres animaux? Ouais, on a l'impression que c'est indomptable et en fait il y a vraiment une vraie relation qui se crée avec les animaux, avec les rapaces et c'est là où c'est plaisant en fait quand on les voit vraiment, quand on voit la relation qu'on a réussi à créer avec eux, ça nous fait toujours un petit truc en plus et c'est ça qui est vraiment cool. Ça, c'est ce qui m'a étonné pendant le spectacle également, c'est-à-dire que les oiseaux sont un peu partout sur l'espace, sur le parc. Et vous les appelez, vous les captivez, soit par un petit cri, soit même par leur prénom, et ils vous reconnaissent. C'est vraiment comme s'il y avait cette relation avec l'oiseau. Alors oui, il y a une vraie relation. En fait, moi, je l'ai surtout remarqué avec certains oiseaux. Quand, par exemple, là, depuis cette année, on a mis en place ce qu'on a appelé le fauconnier d'un jour, où c'est un public qui vient et qui essaye de faire notre métier, en fait, on lui apprend à faire notre travail. Et en fait, il y a certains oiseaux où, pour moi, je pensais que ça allait très bien fonctionner avec des personnes lambda qui connaissaient pas. Et en fait, on s'est rendu compte que non. Et c'est à ce moment-là, en fait, où on voit vraiment la relation qu'on a réussi à créer avec l'oiseau, parce qu'avec nous, ça se passe très bien. Une personne qui connaisse pas, il refuse catégoriquement d'y aller, quoi. Ouais. Là, si par exemple, je voulais le prendre sur moi, si j'étais équipé pour le prendre, peut-être qu'elle ne souhaiterait pas. Ouais, elle refuserait. Ouais. Ah d'accord, c'est incroyable, c'est bien. Et en même temps, il y a cette question de fidélité aussi quelque part. C'est ça, ouais. Ça, c'est génial. Alors, on a la chouette à lunettes. J'ai l'impression qu'elle me parle depuis tout à l'heure. C'est incroyable. T'as envie de parler? A priori, oui. Et il n'y a pas que la chouette à lunettes. Il y en a plein d'autres des rapaces pendant le spectacle. Oui, on a du faucon, on a du vautour, on a du hibou aussi, on a des aigles et on a aussi des oiseaux qui ne sont pas des rapaces. On a un grand corbeau et des cigognes en représentation. D'accord. Et alors, au quotidien, ça se passe comment les soins, le travail avec les oiseaux, ça se passe comment? Alors le matin, en fait, on a une petite routine. On pèse les oiseaux tous les matins. Ça nous permet d'évaluer leur état de santé, en fait. S'il y a une perte de poids qui est pas normale, c'est qu'il est en mauvaise santé. Donc nous, ça nous permet de contrôler leur état de santé, aussi de rationner en fait sur la nuit, enfin pour la soirée, ce qu'on va leur donner à manger. Et après ça, on fait du nettoyage de volière, tout simplement. Et voilà. Pendant ce temps, les oiseaux sont au jardin, ils profitent de l'extérieur, et puis on les rentre après pour la présentation au public. D'accord. Et il y a un peu d'exercice, j'imagine, parce que pour réussir à les faire voler avec du public, il y a un peu d'exercice aussi? Alors il y en a certains qui en ont besoin de faire des exercices réguliers, il y en a certains où c'est pas un souci. Par exemple Sam, on sait qu'elle est plutôt régulière sur son travail et on n'a pas besoin de la travailler régulièrement, on n'a pas besoin de l'embêter en fait. Si elle a envie de travailler, on lui propose, elle travaille, mais sinon on sait que ça fonctionnera quand même sur l'après-midi. Super, merci beaucoup Mélissa, et puis merci à toi également. T'as encore envie de parler? Non, elle n'avait pas envie de parler. Elle a envie de partir. Alors on va la laisser se détendre un petit peu, et puis on se retrouve dans quelques instants pour continuer à vous faire découvrir les aigles du château ici à Château-Thierry. À tout de suite.
Merci beaucoup Noam, on vous retrouve dans une poignée de minutes. Je vous retrouve dans une poignée de minutes moi aussi, juste après la pause. En quelques instants avec vous, on va d'abord aller prendre la route de Château-Thierry pour une autre idée d'activité avec Noam qui nous fait découvrir aujourd'hui des démonstrations de fauconnerie. Eh bien Margot, après la chouette à lunettes, on a décidé de s'arrêter devant les cigognes. Parce que Julien, quand on parle de spectacle, de représentation d'aigles, de rapaces, pas que, il y a aussi les cigognes. Hein. Effectivement, alors on n'a pas que des rapaces, on a des cigognes et puis on a également du grand corbeau. Ouais. Voilà, donc c'est pas des rapaces non plus, ouais. Mais c'est un plus pour nous puisque c'est des espèces qui sont plutôt appréciées du public, ouais. Et qui impressionnent aussi le public. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'en voir, tout simplement. Moi, ce qui m'a impressionné tout à l'heure en le voyant, ce spectacle, cette représentation, pardon, le terme est important. En plus, vous me l'avez dit juste avant de commencer, le terme est important en parlant de représentation. C'est que les cigognes restent vraiment au-dessus de nous. Comment on est sûr qu'elles vont rester là ? Eh ben, elles habitent là, en fait, hein, c'est leur maison, donc elles savent qu'il y a ce qu'il faut ici, elles ont à manger, donc elles savent que c'est leur territoire, c'est leur maison. Alors parfois elles s'éloignent un petit peu, mais elles reviennent toujours à la maison, hein, tout simplement. Voilà. C'est comme nous, on retourne toujours à la maison. Voilà, elles c'est la même chose. Voilà. Là où on est bien, on y retourne, on y revient. Donc c'est qu'elles se sentent bien. Elles sont bien, ouais, elles sont très très bien. Ouais. Ça se voit, hein. On l'a vu il y a quelques secondes, elles sont plutôt en forme. Cette représentation a changé ces dernières années. On est maintenant sur quelque chose de beaucoup plus pédagogique. On explique les différentes espèces, les différents oiseaux. C'est vraiment interactif avec le public. Alors oui, c'est ça. Avant, on faisait du spectacle. On avait un spectacle qui était basé sur Jean de La Fontaine, avec une histoire, l'histoire de Jean de La Fontaine, Château-Thierry, les oiseaux, un passage sur la guerre. Mais notre volonté, c'était de revenir, et la volonté de la ville, c'était de revenir sur quelque chose de pédagogique avant tout, et d'apporter plein d'éléments qui permettent aux gens aussi de reconnaître les rapaces, quels qu'ils soient, comme un hibou ou une chouette, comme on reconnaît un hibou ou une chouette, pourquoi ils ont des yeux jaunes et pourquoi d'autres ont des yeux oranges. Voilà, tout ça, on l'apprend en venant nous voir et en participant, et puis on est hyper disponible et on va répondre aux questionnements des clients avec grand plaisir. Oui, parce que justement, là, tout à l'heure, quand nous sommes venus, c'était Mélissa qui présentait. Et elle se met aussi dans le public. Elle parle avec le public. Elle répond en direct aux questions. Elle n'attend pas après la présentation. Elle répond en direct aux questions. Oui, parfaitement. C'est l'idée. L'idée, c'est que ça soit interactif avec le public et pas simplement un truc où on va dire aux gens, asseyez-vous là, taisez-vous et regardez. Nous, ce qu'on aime, c'est le contact avec les gens, leur apporter des nouvelles connaissances. Et puis, c'est aussi, on a une clientèle qui est très familiale. Donc, on veut que ça reste familial. Et puis je crois qu'on y arrive, en fait. A priori, oui. En tout cas, tout à l'heure, ça se voyait bien. Alors là, on parle représentation, c'est vrai. On vient ici pour ça, mais pas que. On peut aussi s'y balader comme ça dans ce lieu. On peut très bien juste venir voir les oiseaux. Ça, c'est possible aussi. Alors ça, c'est possible les matins, entre 10h et midi, quand on est ouvert, les jours d'ouverture, évidemment. Donc ça, c'est possible. L'entrée est payante, à moindre coût, qui permet à tous les budgets de venir nous voir et de découvrir nos espèces de rapaces, que ça soit du hibou, de la chouette, du vautour, du milan, enfin voilà. Donc ça permet vraiment, on élargit un petit peu l'accueil du public sous différentes formes. Ça, c'est ce que nous on voit, mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas, ce travail au quotidien, ce travail des soigneurs aussi. Ici, c'est une grande partie aussi de votre travail, parce que ce sont des animaux, c'est du vivant, il faut être là au quotidien pour eux. Il faut être là au quotidien. C'est tous les jours. Tous les jours, il y a des choses quotidiennes qu'on fait, que les soigneurs font, comme quelque chose qui est très essentiel, c'est la pesée du matin. Ouais. Tous les matins, les oiseaux sont pesés parce que ça nous permet de savoir s'ils sont en bonne ou mauvaise santé. Donc ça, c'est quelque chose qui systématiquement se fait le matin. Voilà. Voilà. Ça, c'est important à souligner, parce que ce n'est pas juste le moment où on vient voir la représentation. Il y a des grandes dates là qui arrivent dans les semaines qui viennent. Alors il y a des grandes dates. Au mois de juillet, comme chaque année, on organise une fête médiévale qui a lieu cette année le vendredi soir. Donc le vendredi 15 juillet, on organise ici même sur l'aire de spectacle des Aigles, on organise un spectacle de feu et de LED avec des compagnies, notamment la compagnie l'Amici d'Orbet.
d'Orbay-l'Abbaye. Et puis on continue sur la fête médiévale le samedi et le dimanche, donc 16 et 17 juillet si je dis pas de bêtises. Voilà, donc ça sera tout le week-end, ça sera hyper festif, ça sera gratuit, donc il faut venir nous voir. Et puis ça va être vachement bien comme tous les ans. Voilà. Bon bah super, et ben on sera là. Merci beaucoup. Merci. Je viens de nous avoir permis de visiter ce lieu. Et puis n'hésitez pas encore une fois, si vous êtes dans le coin, à venir vous balader. Et puis si vous n'êtes pas dans le coin, eh bien venez exprès parce que c'est une balade vraiment qui vaut le coup. Merci beaucoup Noam de nous la faire découvrir. Je vous le disais, on va aller retrouver Noam justement, qui est toujours à Château-Thierry et qui nous fait découvrir aujourd'hui des démonstrations de fauconnerie. Eh bien Margot, je vous propose maintenant de découvrir le village de L'An-Mille. On est donc toujours sur le site du château médiéval à Château-Thierry, juste à côté des aigles que vous avez découvert tout à l'heure. Et en fait, Mathieu, ce qu'on se dit un petit peu moins, c'est que quand on sort du spectacle des aigles, on peut venir ici pour découvrir ce village. C'est ça, exactement. Donc en fait, une fois que le public sort du spectacle, ils sortent de la partie spectacle et ensuite ils peuvent venir nous rejoindre au niveau du village. Donc nous, le village, on est gratuit. Donc les gens peuvent venir gratuitement et nos horaires, c'est de 10h à midi et de 15h à 17h. Donc on est ouvert au mois de juin un week-end sur 2 et septembre un week-end sur 2. Et ensuite juillet-août on est ouvert tous les week-ends. Donc on est que des bénévoles, on est des passionnés. On est là vraiment pour le public et pour se faire plaisir et pour faire plaisir aux gens. Donc on est là pour montrer en fait tout ce qu'il y a dans des villages qu'on pouvait trouver à l'époque. C'est justement ce que j'avais posé comme question. Alors qu'est-ce qu'on trouve à l'époque? Je vois là par exemple la cuisine. On faisait la cuisine au feu avec des pots, c'est ça? C'est ça, donc en fait là on a une personne qui est en train de faire une petite soupe, donc une cuisine. Donc on retrouvait souvent la cuisson au pot, donc des pots de terre. Et on a aussi des petites anecdotes de repas d'aujourd'hui qu'on retrouvait à l'époque, comme le pot-au-feu, la poule au pot, etc. C'était des recettes qui étaient cuites dans des pots. Et au jour d'aujourd'hui, on a gardé le nom, mais à l'époque, on s'en servait également pour faire la nourriture. Donc à l'époque, on mangeait déjà de la poule au pot, du pot-au-feu. C'était quoi? C'était finalement des plats mijotés quelque part. Beaucoup de plats mijotés, beaucoup de plats dans la cuisson. Après, on avait des fours à pain également, donc on pouvait faire cuire notre pain. Et on ressemblait pas au pain d'aujourd'hui, j'imagine, si? C'était des boules. Ça ressemblait plus à des boules, c'était pas la baguette traditionnelle d'aujourd'hui, mais par contre, on allait manger notre boule de pain pour la semaine. Alors qu'aujourd'hui, nous, les Français, en plus, on est très avenants au niveau du pain et on va manger une baguette pratiquement tous les jours. Alors qu'à l'époque, la boule, on va la garder pour la semaine. On la conservait bien aussi à l'époque, peut-être, pas comme aujourd'hui. Exactement, on la conserve très très bien. Alors on arrive où là maintenant? Alors là, on arrive au niveau de la forge. Donc la forge, c'est là où on va travailler tout ce qui est le travail de la métallurgie, donc l'armement, tout ce qui est produit aussi et matériaux de la vie quotidienne, comme des couteaux, de plusieurs objets. Et là, le forgeron, lui, va travailler directement sur son enclume, taper la pièce une fois qu'elle est bien chaude pour lui donner une forme. Voilà. Parce qu'à l'époque, pas d'usine évidemment, donc tout se faisait à la main, dans le village. Voilà, exactement. Donc là, c'est plutôt un village artisanal, là où on va travailler, on va faire des petits artisans, etc. Donc là, on a vu la forge, la cuisine. Plus tard, on verra d'autres ateliers sur le chemin. Mais là, en fait, la forge, ça va être vraiment l'endroit où on va travailler tout ce qui est métallurgie. D'accord. Voilà. Et alors tout le monde mettait la main à la pâte, parce que là je vois les jeunes filles en train de... Qu'est-ce qu'elles font d'ailleurs? Elles font des boules de quoi? C'est ça, donc là les jeunes filles sont en train de faire des petites balles en feutre. Donc le feutre c'est de la laine de mouton en fait qui est malaxée avec de l'eau et puis du savon. Donc le savon c'est pas le savon de Marseille d'aujourd'hui, c'était des savons qu'on fabriquait nous-mêmes, donc un peu comme des savons noirs, donc avec de la cendre. Et en fait on malaxe la laine jusqu'à obtenir une petite balle qui va être toute dure, un peu comme les balles de tennis d'aujourd'hui. Donc elle va pas rebondir, mais elle va être aussi dure que ces balles-là. Voilà. Et donc ça va être des jouets pour les enfants. Ah, elles fabriquent leurs propres jouets. Voilà, exactement. C'est génial, c'est ludique, voilà, il y a pas de plastique, c'est 100% naturel et tout va bien. Exactement, exactement. Ils avaient tout compris à l'époque, hein. C'est nous qui n'avons pas tout compris. Les enfants travaillaient, aidaient les parents pour justement faire la cuisine, mais aussi pour faire leurs propres jouets. Ils aidaient les mères à faire le tissage. C'est ce qu'on voit là. Voilà, donc là, la dame qui est à l'intérieur en train de faire un fil avec un fuseau. Donc là, le fuseau, c'est des fuseaux qui sont entièrement en bois, qui sont fabriqués sur un tour à bois. Et ensuite, le fil, une fois qu'il est fabriqué, il sera installé sur un métier à tisser pour faire le tissu. Et une fois qu'on aura notre tissu, on va pouvoir après faire nos vêtements.
D'accord, et vraiment tout était fait sur place. Et là, on arrive au niveau des jardins. Alors, on voit les moutons, on voit les jardins, c'est-à-dire que tout était cultivé sur place également. Tout est cultivé sur place. Donc là, les moutons pour la laine, justement pour les vêtements qu'on vient de voir. Le jardin, on va s'en servir. On a plusieurs carrés pour le jardin. Donc des carrés pour tout ce qui est légumes, potagers, etc. Ensuite, des carrés plus pour le médicinal. Donc pour pouvoir se soigner, parce que c'était aussi important de se soigner. On n'allait pas en pharmacie comme aujourd'hui. Et des carrés aussi plus de plantes, de soins, etc. Voilà. C'est une passion, parce que là vous en parlez avec passion, c'est une passion de faire vivre ça. Voilà, moi c'est une passion qui a commencé à l'âge de 11 ans, donc c'était une association avant ici, une association qui s'appelait Vierges Armes, qui a créé le village, qui l'a construit, et en fait l'association est restée pendant 10 ans. Moi j'ai commencé tout petit, j'ai grandi, et la passion est venue, et du coup je suis toujours autant passionné, et au jour d'aujourd'hui c'est une nouvelle association qui s'appelle Les Castels, dont je suis le président au jour d'aujourd'hui. D'accord. Eh ben bravo. Dis donc. Voilà. Alors dernier atelier et après on laissera nos amis. Voilà. Donc là c'est le travail du bois. Donc là la demoiselle est sur un tour à bois de l'époque, donc un tour à perche. Donc on a une perche au-dessus de sa tête, une corde qui est entourée autour de la pièce et la pédale au pied. Donc en fait en appuyant sur la pédale, elle fait tourner la pièce. Elle a travaillé avec un ciseau à bois pour lui donner une forme, et ce qui va nous permettre de faire par exemple les fuseaux qu'on a vu tout à l'heure à atelier de tissage, mais aussi pour faire des assiettes comme on a pu voir dans la cuisine, des assiettes ou des bols. Voilà. Bon, merci beaucoup Mathieu pour ces explications. Et puis, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir faire un petit tour au village de Lambille. On l'a fait de façon très rapide, mais vous pourrez prendre beaucoup plus le temps, évidemment. Bien sûr. Merci beaucoup Noam pour cette idée sortie. Allez, retour à notre thème, la nature. On fait le plein de jardins, de parcs, de balades en extérieur. Et Noam aussi se promène et nous emmène aujourd'hui à Château-Thierry. Là, pour le coup, Noam, vous faites le plein de nature. Vous êtes même tout en haut des arbres. Eh bien Margot, on a pris un peu de hauteur pour vous faire découvrir Château-Thierry. Château-Thierry, c'est juste là. Et nous sommes au château. Alors, le château est déjà en hauteur, mais là, Alain, on a pris encore un peu plus de hauteur en montant dans les arbres. Alors non seulement on a pris de la hauteur, mais on n'est pas encore au point culminant. On doit être aux environs de 15 mètres de hauteur. Ouais. Le point culminant, c'est celui qu'on voit là, qui est à 18 mètres. Voilà, on a décidé de se placer là parce qu'on a effectivement une vue imprenable sur la vallée, qui est vraiment magnifique. C'est un spot incroyable. Et là, on a ce beau temps, donc ça c'est superbe. Là, alors, franchement, on a tout gagné aujourd'hui. Là, on a tout gagné. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même déjà pas mal d'enfants qui sont là pour un mercredi. On explique le principe parce que là, nous sommes montés par des filets, c'est ça. On est monté par des filets dans les arbres. Le tout, c'est d'agripper le filet, d'escalader et de monter le plus haut possible. Alors tout à fait. En fait, le concept, il est quand même assez génial. Contrairement à l'acrobranche, on doit évoluer en hauteur avec du matériel. Là, on y va sans rien. On a des parois de protection. On est sur un parcours évolutif, un parcours vraiment ludique et qui est aussi sportif. Et donc voilà, les enfants pour 3 €, ils peuvent s'éclater toute la journée de 13h à 19h. Réunion de copines, gros lien social, et puis surtout la chance d'être au milieu des arbres. C'est ça, surtout on a l'impression d'être en pleine nature. On a le droit de faire tout ce qu'on veut, on a le droit de sauter, on a le droit de s'allonger, on a le droit de faire des roulades. Alors il y a quand même quelques règles de base qui doivent être respectées, où on interdit de se bousculer pour les chocs de tête, etc. Ensuite on peut sauter, effectivement. On ne peut pas faire de salto pour des raisons de sécurité. Ça tombe bien, je pensais pas en faire. Voilà, on peut aller se planquer, se nicher dans certains coins qui sont bien planqués pour faire un peu de relaxation, de s'allonger. On est dans un hamac géant, donc ça c'est vraiment génial pour décrocher. Voilà, le concept est vraiment terrible. Il y en a pas tant que ça en France, j'ai filé dans les arbres. Ouais. C'est pour ça que nous, on est heureux de l'avoir en fait. Oui. On va aller poser quelques questions aux jeunes. Justement, j'ai essayé d'y aller en sautant et je reviens vous voir après. Attention, j'arrive en sautant. Tu me rattrapes si je tombe. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal, non, ce que je viens de faire? Oui. Bon, tu t'appelles comment, toi? Je m'appelle Chanel. Et vous? Alors moi, c'est Noam. Enchanté. Donc tu viens là souvent? Oui, bah oui. Ouais. Pourquoi? Bah parce que des fois j'ai rien à faire et du coup je viens.
Ok. Après le collège. Ah, après le collège. Alors ce côté détente, relaxation, ça t'en profites ici ou alors toi t'y vas, tu sautes et tu te dépenses? J'aime bien sauter, mais j'aime bien être aussi là et faire des activités et voilà. Et alors tu viens entre copines, tout le monde est là? Oui, plus ça parce que j'aime pas être toute seule. D'accord. Oui. Donc du coup, là, c'est le moment de se retrouver et de profiter tous ensemble. Oui. Génial, tu nous fais une démo là, tu sautes en repartant? Ouais. Allez. Par là? Ouais, par là. Comme ça, moi, je vais voir Alain par là. Voilà, allez, moi, je vais voir Alain. Ouh. Sans tomber. Et Jérôme adore ça. Par contre, regardez, je fais ça et Jérôme bouge aussi. Par contre, adore le match de mer. par contre, je vais éviter de tomber dans ce trou là. Voilà. Ce que disait la jeune fille, c'est intéressant. C'est ce que vous disiez. Je reviens là pour me retrouver avec mes copines après le collège parce que j'aime pas être toute seule. Là, quand on entend ça, on a gagné quelque chose. On a tout gagné en fait, parce que c'est le lien social en fait est énorme. Pour tous les gens et toutes les tranches d'âge en fait. On peut se faire des copains, des copines et puis à la fin de la journée se dire oh tu reviens quand au filet, j'aimerais te revoir, naninana. On a peut-être aussi des histoires d'amour qui se créent, on sait pas, il y a tellement on peut faire tellement de choses en fait. C'est vraiment chouette. C'est vraiment hyper chouette et puis là on est sur un site qui est quand même qui est incroyable et donc la structure elle est surprenante quand on arrive. On s'attend pas à avoir un filet, donc voilà. L'idée, le concept a été bonne. Exactement. Bon, merci beaucoup de nous l'avoir fait découvrir. On va continuer de vous faire découvrir ce site ici à Château-Thierry. Comment je repars, Alain? Je saute là? Soit on accouche ici, on sort par le petit, on se laisse glisser. Okay. Ça va pas être hyper violent. Ou soit on continue de grimper et on repasse de l'autre côté avec les ponts de singe. Bon moi je vais glisser. Allez, on glisse. Bon à tout à l'heure, Margot. On se rejoint en bas. Oula. Attention à vous, Noam, on a envie de vous retrouver en entier dans quelques instants. Merci beaucoup. Et oui, il fait beau, on en profite pour se balader sur notre beau territoire et prendre un peu l'air. Direction tout de suite Château-Thierry pour retrouver Noam qui continue de nous faire découvrir ses richesses. Eh bien oui, Margot, on continue de nous faire découvrir ce château ici à Château-Thierry. Alors nous sommes descendus défiler avec Jérôme. Je tiens à vous préciser que Jérôme est encore entier. Voilà, ça c'est quand même un exploit parce que c'était pas gagné. On est revenu sur la terre ferme. Thomas, et là on va parler des cuisines seigneuriales. C'est quoi ce lieu ? Alors ce lieu, c'est un des lieux emblématiques de Château-Thierry, enfin du château de Château-Thierry. Ouais. C'est un lieu qui a été redécouvert au cours de fouilles archéologiques assez récentes. Donc il y a encore une décennie à peu près, tout ça était un gazon. Si vous voulez. Et du coup, au gré des fouilles, on a remis en évidence ces structures et on a découvert ces grandes cuisines royales du château. D'accord. Donc il faut imaginer qu'il y avait de la terre au-dessus de nous, là, finalement, si c'était un gazon. Exactement, vous avez vu sous les filets, on a encore des buttes de terre, il en existe encore un petit peu partout au château, ouais. Et effectivement, sous ces buttes de terre, on a des vestiges comme ceux de la cuisine, très vraisemblablement. Donc ceux-ci sont mis au jour, ouais. Mais il en existe encore partout sous le château. Oui. D'accord, alors si on revient un petit peu en arrière, ça veut dire que à l'époque, si c'est une cuisine, ça veut dire que c'est ici qu'on préparait les repas du château, les fours étaient ici, les personnes travaillaient ici. Oui, si je veux faire une comparaison actuelle, on dirait qu'aujourd'hui, ce sont les cuisines centrales, si vous voulez. C'est vraiment les cuisines qui servent en général pour l'ensemble du château. Évidemment, ce sont des cuisines aussi seigneuriales, donc ça sert essentiellement le repas des gens qui habitent le château, et particulièrement des nobles ou des officiers royaux qui sont là, ou comtaux. Et il faut imaginer que c'est vraiment une très grosse structure qui fonctionne quasiment à H24, avec beaucoup de personnel qui s'affaire en permanence. Et on se tient là actuellement à l'intérieur de la cheminée principale de la structure. Et la cheminée faisait tout ça ? Exactement. Oui, la cheminée, c'est ce vaste espace dans lequel on se tient, et les cuisiniers travaillaient à l'intérieur même de la cheminée, donc en créant leur foyer, en mettant leur zone de travail ici ou là en fonction des besoins. Il faut imaginer que dans les cuisines royales au Moyen-Âge, on travaille dans la cheminée. Oui. Ah, c'est incroyable. Et souvent les cuisines, alors peut-être que je dirais une bêtise, mais elles étaient au sous-sol, non? Elles étaient très très basses dans le château. Ça veut dire que donc au-dessus de nous, potentiellement, s'élevait le château à des dizaines de mètres de haut. Alors, dans le cas des cuisines royales, en fait, on est dans une construction fin du XIVe, XVe siècle, qui est vraiment emblématique de la volonté de montrer un peu le pouvoir royal et le pouvoir des seigneurs de Château-Thierry. Donc c'est un très gros bâtiment qui est détaché du donjon, donc c'est vraiment un complexe
à part. Qui est un bâtiment de très grande dimension, parce que si on imagine, en fait, au-dessus de nous, on a des arcades qui soutiennent une hotte gigantesque et une cheminée. Donc en fait, on est à l'intérieur d'un bâtiment qui fait au moins 2, 3, peut-être 4 niveaux. Donc on a un très très gros bâtiment bardé de cheminées sur tout le pourtour et qui initialement était associé à un vivier pour avoir du poisson frais toute l'année. Donc il y a des bassins avec du poisson juste à côté. Donc c'est vraiment un complexe culinaire gigantesque. C'est incroyable. Alors, là, on a le bâtiment, enfin en tout cas ce qu'il en reste, mais vous avez retrouvé des objets, j'imagine, également? Oui. Tout à fait, au cours des fouilles, il y a eu des objets de découvert. Donc on a essentiellement de la poterie, on a aussi des déchets alimentaires. Et puis bien tout ça en fait est rendu accessible au public via une application de visite numérique qui existe, qui est disponible sous Android actuellement, et qui permet de visiter en fait la reconstitution 3D de cette structure avec une remise en contexte de certains des objets. C'est génial, mais alors sachant que le site en lui-même, par contre, est accessible de tout le monde, on peut venir s'y balader quand on veut. Exactement, c'est ouvert au public aux heures d'ouverture du château et c'est gratuit. Bon, bah super, merci beaucoup Thomas pour ces explications et reste avec nous puisqu'on se retrouve dans quelques instants, on continue de vous faire découvrir ce très beau lieu ici, le château médiéval à Château-Thierry. À tout de suite. Merci beaucoup Noam, je vous dis donc à tout à l'heure. On va d'abord aller se promener en extérieur un petit peu, ça fait du bien, avec Noam qui profite des beaux jours pour nous faire visiter la belle Château-Thierry. Eh bien Margot, on continue notre balade à Château-Thierry et on est toujours sur les hauteurs, au niveau du château médiéval. Vous voyez sur les images de Jérôme, là, Thomas, on a une vue imprenable sur Château-Thierry quand on est ici. Oui, le château est particulièrement bien positionné, c'est un site d'intérêt militaire depuis la fin de l'Antiquité. Donc ça se voit très très bien quand on admire le panorama, on contrôle parfaitement la vallée depuis cette colline. Oui. Alors qu'il est très très étendu, on va le voir dans un instant avec le castelloscope, c'est une étendue qui est assez incroyable là ce domaine. Effectivement, on a un petit peu de mal à se figurer l'emprise générale du site tant il est grand et quand on est dessus on voit un peu mal son extension et c'est tout l'intérêt du castelloscope qui permet de présenter la structure et la rendre un petit peu intelligible au public. Alors, on a découvert avec vous tout à l'heure les cuisines seigneuriales, mais ce site est toujours en activité, toujours en fouille. Il y a encore des choses qui peuvent être découvertes? Absolument. En fait, c'est un travail permanent, à la fois en entretien et en animation, mais en recherche archéologique également. On n'a touché qu'une toute petite, une infime partie du potentiel archéologique du site, et donc ça sera du travail pour les années à venir et probablement même pour mes successeurs. Qu'est-ce qu'on ressent quand on découvre, je sais pas, une galerie, une pièce? Qu'est-ce qu'on ressent? Alors, ça peut être mitigé. En général, c'est toujours assez vivifiant de se dire qu'on met les mains dans des endroits ou sur des objets qui ont été délaissés depuis des milliers d'années. Et donc, en fait, on est les premiers depuis des siècles à arriver derrière. Et puis surtout, en fait, ce sont à chaque fois parfois des pièces qui peuvent être des tessons, des traces dans la terre, etc., qui peuvent paraître mineurs, mais qui, mis bout à bout, au fil des années, dressent un tableau qui nous rend vraiment intelligible le château et dont notre mission aussi est de le transmettre au public pour que tout le monde puisse comprendre en fait quelle est l'histoire et comment on reconstruit cette histoire au jour le jour. C'est ça qui est important, c'est de rendre accessible au public l'histoire qu'il y a ici. Alors, il y a une autre manière aussi de découvrir ce lieu, c'est en faisant une petite pause à l'estaminet, parce que ça c'est un des points forts aussi. Quand on vient se balader quelque part, on aime bien faire une petite pause pour boire un coup. C'était important de l'avoir, cet estaminet ici. Oui. C'est vrai que surtout quand on a des belles journées comme celle-ci, on prend plaisir quand même à venir se rafraîchir. On est quand même un lieu touristique, donc il faut qu'on puisse accueillir quand même les gens de la bonne façon. Donc l'estaminet en fait accueille les visiteurs donc actuellement du mercredi au dimanche et puis à la haute saison du mardi au dimanche toute l'après-midi jusqu'à 20h. Donc faut pas hésiter à venir déjeuner et puis venir boire un coup. Ouais. Exactement, se poser en terrasse, c'est vachement bien. Et juste à côté des cuisines seigneuriales, il y a un lien, c'est fait exprès ou pas du tout? C'est fortuit, mais bon, on va dire qu'on y a pensé. Moi, j'ai fait le lien. Alors, à côté de cet estaminet, il y a ce fameux castelloscope. On va y entrer. Alors, on en parle un petit peu à l'extérieur parce qu'il y a du bruit à l'intérieur. C'est une animation. On y voit quoi? Qu'est-ce qui s'y passe?
Donc le Castelloscope, c'est une animation filmée et sonore avec un support visuel, la maquette du château, donc qui permet assez brièvement d'expliquer dans des termes accessibles à tous l'histoire, l'évolution du château et le point des connaissances qui sont les nôtres actuellement. Donc en fait, pendant quelques minutes, on a un bref rappel historique, des images et puis une maquette illuminée qui permet de suivre un petit peu le fil du propos. On va voir ? Allons-y. Allez, allons-y, passe. On passe devant vous, hein, on y va et je vais vous ouvrir pour que vous puissiez découvrir ce lieu. Hop. Voilà, donc là on entre dans le Castelloscope et voilà, c'est effectivement ce que vous expliquiez. Il y a ce film qui explique donc l'histoire du château et surtout cette maquette qui est imposante et qui est incroyable. Hein. L'idée c'est de rendre en fait une vue aérienne du château et donc il y a des éclairages dynamiques qui permettent en fait au fur et à mesure du propos d'indiquer quels sont les endroits du château dont on parle et donc ça devient c'est assez c'est assez ludique et assez pédagogique. Voilà, ça convient à toute forme de public parce que sinon c'est assez complexe. Le château il est très diminué, il reste assez peu de vestiges en élévation, il est très grand comme vous avez pu voir, donc pour des néophytes c'est parfois difficile de comprendre en fait ce qu'il représentait. En tout cas là c'est très bien fait. Merci beaucoup Thomas de nous avoir fait découvrir ce lieu. Je parle de l'Estaminet et du Castelloscope hein, évidemment et puis n'hésitez pas si vous êtes dans le coin ou même si vous n'y êtes pas à venir faire un petit tour ici à Château-Thierry, à vous balader au château médiéval. Vous allez voir, c'est une petite balade qui vaut vraiment le coup. On n'en doute pas une seconde, Noah. Merci beaucoup en tout cas pour la visite.